Salut, c'est Marc et le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le rôle du lait et du gluten dans le déclenchement du diabète de type 1. Alors pourquoi je parle du diabète de type 1? Je vais vous en reparler plus loin dans la vidéo, mais il y a un lien entre le diabète de type 1 et la maladie cœliaque parce qu'il y a une origine génétique à ces deux maladies-là et il y a un point commun entre les deux. Et de fil en aiguille, je suis passé à travers toute une histoire qui va m'amener finalement au point dont je voudrais parler aujourd'hui avec vous. Et c'est assez drôle même, je trouve, l'histoire de comment j'en suis arrivé là. Parce que le premier point, ça a été un article sur lequel je suis tombé quasiment par hasard, qui parlait du rôle particulier de certaines protéines dans le lait vis-à-vis du déclenchement de la maladie, pas de la maladie cœliaque, mais du diabète de type 1. Donc un lien entre protéines du lait et diabète de type 1. Et ça, j'ai commencé à le lire, j'ai été très intéressé, j'ai dit bon, mais là il y a quand même des choses un petit peu bizarres dans la manière dont la démonstration était faite. C'est donc un article scientifique dans une revue spécialisée et dans cet article, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est beaucoup de corrélations, c'est-à-dire des juxtapositions. Ils ont mis côte à côte des informations, ils disent tiens, ce truc-là augmente, celui-là augmente, donc peut-être les deux, ils augmentent pour la même raison, sauf que le lien entre les deux, il n'existe pas. Donc le vrai problème, c'est comment démontrer qu'il y a un lien entre les deux éléments qui sont mis un à côté de l'autre dans la publication. Donc de fil en aiguille, je suis arrivé à la conclusion en regardant tout en bas de l'article qu'il y avait des conflits d'intérêts, mais vraiment c'était bourré de conflits d'intérêts. J'ai dit non, cet article-là, ça partait pourtant d'une idée qui était intéressante et que je voulais partager avec vous. Mais quand je suis arrivé à la conclusion et que j'ai vu l'ampleur des conflits d'intérêts, c'est vraiment quelqu'un dans l'industrie laitière, vraiment un truc spécialisé où ils essaient de vendre un produit bien spécifique qui est censé être du lait mais qui contient pas la protéine qui devrait déclencher le diabète de type 1, sauf qu'il n'y a aucune preuve que cette fameuse protéine, elle est vraiment le facteur déclenchant du diabète de type 1. Donc de fil en aiguille, j'ai dit bon ok, je vais creuser la question, je vais aller un peu plus loin. J'ai cherché, je suis tombé sur un autre article et dans cet article-là, par contre, c'était l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai cherché à comprendre si le premier article était vraiment un problème de conflit d'intérêt ou si les données qui étaient dedans étaient fiables. Et je suis tombé sur un deuxième qui était quasiment un procès à charge contre ce premier article. Et ce qui est marrant, c'est que d'un côté, on a un truc qui est complètement bourré de conflits d'intérêt qui a été publié. Donc, quelqu'un d'autre l'a lu, a dû constater qu'il y avait des conflits d'intérêt et a dit bon, ok, on le publie quand même parce que la valeur scientifique, elle existe. Le deuxième article, lui par contre, c'est un procès à charge. C'est-à-dire qu'ils donnent des noms, ils disent au fur et à mesure, dans tel article, ces auteurs-là disent ça. On va faire une revue critique et on va passer en revue tous les points et voir s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Et donc, ils ont repassé à la moulinette tout l'article qui avait été publié donc avec les problèmes de conflit d'intérêt en disant cet argument est pas valable, cet argument est faux, ce point de vue-là, il est pas justifié. Et quand c'était des informations qui étaient fiables et qui étaient bien traitées, bien présentées, quand tout était rigoureux, ils l'ont dit aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils ont été vraiment assez extrêmes dans la rigueur, mais avec quand même une tendance à faire un procès à charge, c'est-à-dire à chercher la petite bête et à vraiment être très très critique, très négatif, parce qu'il y avait ce problème de conflit d'intérêt. Donc la balance entre les deux, elle n'est pas facile à trouver. Et dans toutes les recherches que j'ai pu faire scientifiques, donc d'articles qui parlent des produits laitiers en particulier, il y a un problème énorme. C'est vraiment très difficile et j'ai presque abandonné, j'ai presque lâché l'affaire en me disant j'arrive pas à utiliser des articles scientifiques pour faire avancer ma compréhension du lien entre le lait et certaines maladies ou les intolérances alimentaires. Et là, dans le cas de cette vidéo aujourd'hui, moi je parle du diabète de type 1. J'ai envie de dire bon ok, on laisse tomber, c'est pas la peine, j'y arrive pas. Mais je me dis bon, j'ai quand même envie d'aller au fond des choses. Donc le fait c'est que à un moment donné, j'ai dit bon, maintenant il faut que j'élargisse et que je prenne un peu du recul et que j'essaie d'avoir une vision d'ensemble un peu plus neutre. Et donc là, je suis allé chercher d'autres articles et j'en ai trouvé un qui était beaucoup plus neutre, plus intéressant parce qu'il était plus global, c'est-à-dire qu'il prenait en compte tous les points de vue et il essayait d'apporter les arguments les plus valables et les mieux documentés pour pouvoir conclure et expliquer le lien qu'il y a entre le diabète de type 1 et différents facteurs. Donc moi j'ai pris un certain nombre de notes, juste une seconde que je les récupère.
Donc moi j'ai pris pas mal de notes qui sont essentiellement basées sur cet article de meilleure qualité que les autres qui ont un peu initié, qui m'ont donné envie, la curiosité de creuser la question du diabète de type 1. Mais celui-là vraiment, c'est pas, je suis pas tombé dessus par hasard, c'est que je l'ai vraiment cherché pour trouver. Et j'ai fini par trouver un article qui est un bon point d'entrée qui va me permettre, disons, d'aborder le sujet et puis de continuer à discuter, je pense, à travers d'autres vidéos comme celle-ci, parce que je pense pas pouvoir traiter tous les points que j'aimerais à travers cette vidéo-là. Je vais commencer par vous donner une petite vue d'ensemble du diabète de type 1 avec des chiffres que j'ai récupérés. Donc déjà, le premier aspect, c'est que ça concerne une maladie qui est une maladie auto-immune, parce qu'il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est insulinodépendant, donc il est lié à un problème de résistance à l'insuline. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui est dû à l'excès de consommation de produits sucrés, les sodas, etc., qui est donc la maladie du siècle. Et donc ça provoque une résistance à l'insuline et qui à terme peut entraîner un diabète de type 2. Là, on parle du diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est une autre chose. Donc l'insuline, elle est fabriquée au niveau du pancréas. Dans le pancréas, il y a des cellules spécifiques et il y a notamment les cellules bêta. Et ces cellules-là, c'est le nom qu'on donne à ces cellules, elles peuvent être attaquées par des anticorps dans le cadre d'une maladie auto-immune qu'on appelle le diabète de type 1. Donc là, ça veut dire que le système immunitaire va, pour une raison qu'on maîtrise encore mal, qu'on connaît mal aujourd'hui, va finir par se retourner contre ces cellules du pancréas qui fabriquent, entre autres, l'insuline. Et donc, on va avoir un diabète, donc un problème de régulation du sucre. Et le truc, c'est qu'il y a un facteur génétique dans le diabète de type 1, ça c'est sûr et certain. Ça touche surtout les enfants de moins de 15 ans. Il faut aussi savoir que cette maladie, elle est en très grande progression depuis plus de 30 ans. Et là, notamment, on a, par exemple, si on regarde les dernières années, il y a des progressions de l'ordre de grandeur de 4% par année sur les dernières années. Et pour donner un exemple, sur la base d'une étude que j'ai trouvée, donc ensuite en faisant des recherches complémentaires sur les cas de diabète de type 1 en Europe, on a 15 000 nouveaux cas déclarés en 2005. Et on en prévoit 24 400 sur la base des projections qu'on fait annuellement pour 2020 et encore plus pour les années suivantes. Donc on a une prévision d'une augmentation de 70% en fait des personnes touchées par la maladie au total d'ici 2020 et les années suivantes, quoi. Donc c'est un truc assez énorme. Donc il y a vraiment une tendance et l'idée derrière tout ça, c'est un concept assez intéressant. C'est que, ok, il y a un facteur génétique, mais pour pouvoir déclencher la maladie, il faut plus que seulement le facteur génétique parce que ça ne suffit pas à expliquer. Notamment, il y a des études qui ont été faites sur des vrais jumeaux dont un des deux avait un problème de diabète de type 1 et il s'avère qu'en fait le facteur génétique il contribue pour une part qui est vraiment pas si importante que ça. Donc on considère quand même qu'il y a des éléments environnementaux et de style de vie qui interviennent dans ces facteurs de déclenchement. Et là, c'est là où on rentre dans le sujet vraiment très intéressant. Déjà, pour comprendre les chiffres que je vous ai donnés jusque-là dans la discussion qu'on a eue, tous ces chiffres, ils sont liés à un diagnostic qui est fait sur la base d'une hypoglycémie. Donc l'hypoglycémie, c'est quoi? C'est un problème de régulation du sucre. On n'arrive pas à libérer du sucre dans le sang parce que l'insuline, cette fameuse insuline qui est dans le pancréas, là où le diabète de type 1 a des cellules qui sont attaquées par le système immunitaire, tout ce système-là ne fonctionne plus comme il faut et la régulation du sucre ne fonctionne pas. Sauf qu'en réalité, pour le diabète de type 1, ça n'est pas le moment où l'hypoglycémie apparaît qui est le vrai moment où la maladie se déclenche. La maladie, il y a de plus en plus de chercheurs qui sont convaincus, même si c'est pas une preuve ultime et absolue, mais sont convaincus que le vrai déclencheur de la maladie, c'est pas quand on a le problème de régulation de sucre, c'est quand le système immunitaire commence à attaquer les cellules de ce pancréas. Le premier stade du diabète de type 1, ça n'est pas l'hypoglycémie, c'est l'apparition de la maladie auto-immune. Donc quand les anticorps qui sont dirigés contre les cellules bêta du pancréas commencent à être visibles dans la circulation sanguine, on a plus de risques de développer la maladie. C'est pas sûr qu'on va la développer, mais il y a beaucoup plus de chances. Et à partir du moment où on a au moins deux types d'anticorps différents, donc qui attaquent sur la base de deux types d'antigènes, donc ce sont les facteurs déclenchants dont on va parler un petit peu plus tard, à partir du moment où on en a au moins deux
ou plus, on a 70% de risque qu'un enfant, puisqu'on sait que c'est surtout les enfants qui sont atteints au niveau de ce premier stade-là, plus de 70% des enfants risquent de développer la maladie à partir du moment où ils ont ces premières manifestations du système immunitaire. Il y a au moins 6 facteurs différents qui sont importants dans le déclenchement du diabète de type 1. Le premier, ce sont donc on parle surtout d'hypothèses parce qu'on ne sait pas exactement qui contribue comment et de quelle ampleur sont chacune des contributions. Donc la première, c'est le risque lié à des infections à différents stades. Il y a un problème lié à l'alimentation. L'impact de l'alimentation sur le diabète de type 1 est réel. Il peut y avoir des toxines in utero, donc qui viennent de la mer ou de choses qui sont en circulation et qui arrivent jusqu'à l'embryon in utero. Il y a des problèmes qui peuvent être des facteurs périnataux. Donc périnatal, c'est tout ce qui concerne la période autour de la naissance. Donc on parle des premiers jours, premières semaines, parfois premiers mois. Et ensuite, il y a aussi la période du début de l'enfance qui est important, donc les premiers mois, années. Et ensuite, il y a un autre aspect qui concerne en fait des facteurs de promotion, de progression de la maladie. Ça veut dire que la maladie, elle risque de se déclencher ou de s'aggraver. Mais il y a des facteurs qui font aggraver plus vite que d'autres. Donc ça va modifier la tendance, ça va pas progresser régulièrement, ça va amplifier cette progression. Ce qui est ressorti d'intéressant parmi les facteurs qui peuvent, dans l'alimentation, avoir un impact sur le diabète de type 1, c'est qu'on retrouve 4 grands types d'aliments. Il y a d'une part les céréales. Très intéressant, pas forcément que les céréales contenant du gluten, mais aussi les céréales qui n'en contiennent pas. Donc c'est une réflexion générale sur les céréales. Il y a le lait, ça c'est un autre sujet très important. Il y a la possibilité pour les œufs de provoquer des réactions qui peuvent faciliter l'apparition du diabète de type 1. Et puis il y a aussi les légumes racines. Ça, c'est un truc assez particulier. Mais c'est vrai que quand on est enfant et que on passe du lait maternel à une alimentation plus diversifiée, qu'on commence à introduire des nouveaux types d'aliments, ces aliments, ils vont interagir avec le corps. En fait, il va y avoir des interactions qui peuvent stimuler le système immunitaire. Et cette stimulation du système immunitaire, c'est le point par lequel il peut y avoir soit un dysfonctionnement, et c'est là où le rôle de la génétique intervient, c'est-à-dire que si on est programmé pour avoir un système immunitaire qui malheureusement reconnaît certains aliments comme source de problèmes et va déclencher l'apparition et le développement d'anticorps spécifiques qui peuvent attaquer cet aliment, mais il se trouve qu'ils pourraient aussi attaquer certains organes, certains tissus dans le corps. C'est exactement comme ça que se déclenche le diabète de type 1, peut-être quand on introduit des aliments d'une certaine manière trop tôt, trop tard ou dans la façon de le faire. Alors c'est un sujet très vaste et très compliqué, donc je ne vais pas vous donner toutes les clés. Je vous ai déjà donné les principaux aliments qui sont les hypothèses sur lesquelles les chercheurs travaillent pour comprendre comment ça pourrait impacter le diabète de type 1. Maintenant, moi, j'essaie d'élargir la réflexion en disant, bon, comme j'en ai déjà un petit peu parlé par le passé, puis un peu aussi dans cette vidéo, et si on fait le parallèle avec le gluten, on a le gluten qui va stimuler l'apparition d'anticorps chez les malades cœliaques parce qu'ils ont des gènes de prédisposition. Et ces gènes de prédisposition, ils sont localisés dans la même zone que des gènes de prédisposition au diabète de type 1. Ce qui rejoint un peu la discussion qu'on avait au début du rôle de l'alimentation du gluten et autres dans ces deux maladies qui peuvent apparaître plus facilement conjointement, donc chez la même personne. Malheureusement, quand on a une maladie cœliaque, il se peut aussi qu'on ait un problème de diabète de type 1 qui apparaisse en même temps. Alors ça arrive plus souvent chez les enfants évidemment puisque c'est quelque chose qui est lié assez strictement quand même à la maturation du système immunitaire. Et une maladie auto-immune, le terrain le plus favorable pour déclencher une maladie auto-immune, c'est si on a une faiblesse génétique qui permet de faciliter l'apparition de ces anticorps et un système immunitaire pas mature qui va avoir du mal à éliminer ces réactions aberrantes. Et quand on se retrouve avec ces réactions aberrantes, on a le déclenchement de la première phase, le premier stade de ce diabète de type 1. Et puis, bon, on a quelque chose d'assez similaire avec la maladie cœliaque
cœliaque qui peut être aussi déclenché du coup par le gluten. Là, c'est vraiment clair, évident et il n'y a pas d'autre explication, c'est vraiment le gluten. Par contre, pour le diabète de type 1, c'est quelque chose de multifactoriel, il y a plus d'éléments qui entrent en ligne de compte. Mais j'ai trouvé que le sujet était vraiment intéressant et c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il suffit pas d'arrêter les céréales, le lait, les œufs et puis les légumes racines pour limiter le problème de diabète de type 1. Mais c'est vrai que c'est intéressant que ce soit ces aliments-là qui se retrouvent comme potentiel problème de déclencheur du diabète de type 1. Parce que c'est vrai que bon, pour les légumes racines, c'est peut-être un sujet à part, mais bon, pour les trois autres, gluten, lait et œufs, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les intolérances alimentaires, même quand on n'a pas le problème de diabète de type 1. Pour terminer cette vidéo, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas ce que je fais habituellement, qui sont arrivés là pour la première fois sur cette vidéo, je vous informe juste que j'ai mis en place un cours pour les personnes qui débutent sans gluten. Donc si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Puis j'ai aussi un message pour les personnes qui me suivent régulièrement. Il n'y a pas de raison que je m'adresse que aux personnes qui me découvrent à travers cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à ma newsletter, à suivre les choses que je fais, notamment sur YouTube. On a dépassé, à l'heure de faire cette vidéo, on a déjà beaucoup plus que 500 abonnés à YouTube, sur la chaîne YouTube. Et ça continue à augmenter. Donc je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!